Merci beaucoup André. Je vais te demander de rester un petit instant, parce qu'il y a une drôle d'histoire. Donc hier, je t'ai dit qu'on aurait peut-être la chance aujourd'hui, peut-être, parce que je suis vraiment pas sûr d'avoir Bernard Werber qui vient. Qu'est-ce que tu m'as dit? Il a écrit un livre que mon fils a écrit, et dans lequel il y a un certain docteur Van Lisbeth qui est un personnage de son livre. Voilà. Alors s'il est ici, je serais content, ou plutôt je serais peut-être content de voir le vrai Van Lisbeth. Voilà, on s'est dit c'est une coïncidence. Et puis maintenant, tout à fait par hasard, hein, justement, Bernard Werber arrive, et je lui dis, ben justement, il y a André Van Lisbeth qui est en train de parler. Il me dit, ah ça c'est incroyable parce que je ne l'ai jamais vu. Et figure-toi que j'ai appelé quelqu'un dans mon livre de son nom et je me suis inspiré de lui. Et alors moi tout de suite j'ai sauté sur l'occasion pour inviter sur scène Bernard Werber qui va rencontrer moi. Comment ça veut dire? Moi, merci. Enfin, content de te rencontrer. Je vais vous expliquer là, parce que ça peut paraître un peu surprenant. Quand j'avais l'âge de 12 ans, j'ai rencontré un de vos élèves. Je crois même me rappeler son nom, ça s'appelait Daniel Padovani. Et à l'époque, il m'avait appris à respirer. Il m'avait appris à me concentrer sur un point. Et c'était une véritable révélation. Il m'avait dit, j'ai appris tout ça grâce au yoga et grâce à Van Lisbeth. Et après, j'ai essayé de trouver une école de yoga à Toulouse à l'époque. Et l'école de yoga que j'ai trouvée à Toulouse m'a beaucoup déçu parce qu'en fait ça ressemblait beaucoup à de la gymnastique. Il n'y avait pas tout l'esprit que lui m'avait appris qui était le contrôle de sa pensée, le contrôle de sa respiration. Ce que vous appelez un contrôle de sa vie. Alors j'ai changé de club de yoga. En fait j'ai fait le tour de tous les clubs de yoga de Toulouse. J'ai compris qu'en fait il avait un truc qui n'avait rien à voir avec le yoga. C'était autre chose sur lequel il s'était penché. Et j'ai compris que c'était vous. Alors j'ai lancé un peu cette bouteille à la mer en mettant votre nom dans le livre, mais c'était volontaire et je me disais j'espère un jour vous rencontrer. Savez-vous quelle est la ville que les Anglais aiment le moins? Toulouse. They don't like Toulouse. C'est toujours un problème pour donner une conférence quand on est écrivain, parce que si on est écrivain, c'est précisément notre mode de communication privilégié, c'est l'écriture, et donc c'est surtout pas le fait de parler. Alors la Claude m'a demandé de parler, je lui ai dit bon je sais pas de quoi je vais parler, ce qui est assez agréable parce que ça on s'avance comme ça et puis on se demande tiens qu'est-ce que vers quoi on va s'avancer. J'écoutais tout à l'heure André, et en fait il a abordé beaucoup de sujets qui sont abordés actuellement dans mon travail. Je suis en train d'écrire la suite des Thanatonautes. Il me disait tout à l'heure qu'il lisait les Thanatonautes. Thanatonautes, c'est un livre sur les gens qui essaient de savoir qu'est-ce qu'il y a après la vie et quelle leçon de l'existence. Est-ce qu'on est réincarné? Est-ce qu'on est réincarné dans le passé? Est-ce qu'on va se réincarner dans le futur? Et quel est le sens de notre âme et de ces cycles d'incarnation? Et en général, un réceptacle se propage comme des maladies. Mais il existe des agents informatiques qui sont comme des êtres vivants, mais qui ne sont pas des maladies, qui sont comme des petits êtres vivants qui peuvent communiquer entre eux. Et ce qu'a proposé ce scientifique, je crois qu'il s'appelle Rappaport, il a proposé que chacun amène un petit programme informatique capable de communiquer avec les autres, mais équipé d'un comportement. Par exemple, un comportement qui peut être donné à un agent informatique, ça va être « si je vois les autres, je m'en vais ». Ou un autre comportement, ça peut être « si je vois les autres, j'essaie de leur prendre tout ce qu'ils ont comme points », parce qu'il y a un système de points, chaque correspond un peu à la vie de ces petits logiciels, et je m'en vais. Un autre programme peut être « j'essaie de coopérer avec les autres programmes pour réussir encore mieux ». Et tous ces programmes ont été confrontés ensemble, un peu comme dans une biosphère, c'est-à-dire comme si on avait utilisé une petite jungle et qu'on avait mis des petits animaux dedans, si ce n'est que ces animaux qui n'existent pas, ces petits animaux virtuels. Et le gagnant de tous les programmes a été un programme qui avait une loi composée de 3 éléments, qui est coopération, réciprocité, pardon. C'est-à-dire que chaque fois qu'un programme rencontrait un autre programme, il commençait par lui proposer de coopérer.
sur le principe, ensemble, nous arrivons à faire plus de choses que chacun seul dans son coin. Maintenant, dans la coopération ne marchait pas forcément. Ça se peut qu'il y ait un programme qui, au milieu de la coopération, tout d'un coup, se décide de trahir. Quel comportement avoir à ce moment-là? Donc la réciprocité, c'est-à-dire que si un agent, si un de ces programmes fait du mal à l'autre, l'autre lui rend le mal dans la même intensité et de la même manière que celle qu'il a reçue. S'il reçoit un cadeau, il rend le cadeau. S'il reçoit une gifle, il rend la gifle. Si vous arrivez à l'imaginer, l'informatique. Et une fois que la gifle a été rendue, pardon, c'est-à-dire oubli total de l'agression et de la réponse. Et ce programme, équipé de coopération, réciprocité, pardon, non seulement c'est celui qui marchait le mieux, mais si on le laissait longtemps avec d'autres programmes capables d'apprendre, on s'apercevait que peu à peu, tous les programmes se mettaient à appliquer sa loi, parce que c'était la plus rentable. Alors, je trouve ça intéressant, que quelque chose qui a été prôné un peu par toutes les religions depuis le départ, et qui n'a jamais pu être vraiment appliqué, est enfin vérifié scientifiquement, à savoir que notre intérêt sur le long terme est de tout le temps coopérer avec les autres êtres humains, ne pas se laisser marcher sur les pieds, mais une fois qu'on est arrivé à rééquilibrer le rapport avec l'autre, pardonner et reproposer la coopération. Pourquoi? Parce qu'on est forcé de fonctionner ensemble dans une humanité, et je dirais même dans une forme de vie, c'est-à-dire que nous serons forcés un jour de coopérer aussi avec les autres formes de vie. Au début, les Grecs, quand ils ont imaginé la démocratie ne concernait que les citoyens riches, hommes, de nationalité grecque, donc pas les étrangers et pas les esclaves. Puis peu à peu, on a étendu le concept de citoyen aux personnes pauvres, aux étrangers, aux esclaves, en dernier aux femmes. Et on s'aperçoit que l'humanité n'y a pas perdu. Alors maintenant, comment accroître cette humanité? Je crois qu'il faut étendre ça, arriver à considérer les autres formes de vie comme des partenaires et non pas comme des ennemis ou des étrangers. Donc je pense qu'on a dû parler beaucoup de dauphins, je n'ai pas pu assister à toutes les conférences précédemment, mais je crois que ce n'est pas de la science-fiction d'imaginer qu'un jour on utilise les dauphins, voire d'autres formes animales, comme des partenaires et non plus comme des étrangers dont il faut se débarrasser. Quand j'ai écrit les fourmis, j'ai pris comme thème cet insecte, précisément parce qu'il me semblait l'animal le plus difficile à accepter comme partenaire ou comme congénère, c'est-à-dire comme égal. Et je me suis dit, si on arrive même, ne serait-ce qu'une seconde, à se dire que cet animal est intéressant, ou en tout cas que l'écraser n'est pas un geste anodin, a fortiori, on arrivera à se supporter encore mieux entre êtres humains, ou à supporter encore mieux les autres formes animales moins bizarres. Quand je m'intéressais aux fourmis, je m'intéressais aux fourmis juste, je vous dis, sur le concept que c'était un tout petit animal. Mais j'ai découvert que ce petit animal, en fait, existe sur Terre depuis 100 millions d'années, alors que nous sommes sur Terre depuis 3 millions d'années. Et on dirait que cet animal, précisément, a testé toutes les expériences sociales que nous sommes en train de tester, et qu'au final, il a trouvé des solutions que nous n'avons pas encore trouvées. C'est en ça que je dis que ça peut être un partenaire privilégié, parce que les fourmis, par exemple, savent vivre dans des cités de plus de 50 millions d'habitants, sans insécurité, sans problème de solitude ou de pollution, ou je sais pas, tous les problèmes que nous avons dans les grandes cités qui ne font que croître. Elles ont su arriver à résoudre ce problème, comment vivre ensemble sereinement, sans qu'il y en ait qui abusent de la faiblesse des autres. Et je dirais, on pourrait mettre l'humanité en équilibre entre deux espèces animales qui ont des comportements sociaux très différents, qui sont les rats et les fourmis. Les rats fonctionnent avec un système de groupe, c'est un système social, et c'est un système dans lequel on élimine systématiquement les vieux, les malades, tous les êtres faibles, et même les pères essaient de manger les enfants. Ce milieu dur entraîne une mutation de l'espèce, c'est-à-dire ne sont sélectionnés que les plus forts, et l'espèce rat est une espèce qu'on pourrait dire globalement agressive envers elle-même et envers toutes les autres espèces. Elle a survécu, elle est répandue sur toute la planète, et on pourrait dire malgré tout c'est une espèce qui a réussi. Mais à côté de ça, les fourmis ont choisi exactement la politique inverse, à savoir solidarité totale, respect des anciens, respect systématiquement ils essaieront de sauver les blessés, ils essaieront de soigner les malades, ils essaieront de s'occuper, c'est un système d'entraide
parfait qui n'est pas basé sur la force, ni sur la ténacité, mais qui est basé uniquement sur l'entraide du groupe. Et on s'aperçoit que si les rats ont réussi, les fourmis ont réussi encore mieux. Donc si nous avons ce choix entre nous comporter comme des rats ou nous comporter comme des fourmis, je crois que nous avons intérêt, dans le long terme, à nous comporter comme des fourmis, à savoir en entraide parfaite. Maintenant, combien de temps mettra l'humanité à le comprendre? Je crois que nous avançons un peu avec un système de 3 pas en avant, 2 pas en arrière, et qu'une fois qu'on s'est trompé, on comprend comment faire pour ne plus se tromper. Maintenant, on gagnerait peut-être du temps s'il y avait des gens qui arrivaient à penser comment faire 3 pas en avant, 3 pas en avant. Mais c'est pas facile, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est réunis, c'est pour réfléchir, est-ce qu'on peut arriver à trouver un moyen de ne pas faire ces petites marches arrière, ces petits demi-tours qui nous font perdre du temps et qui nous empêchent de trouver un équilibre, c'est-à-dire le terme c'est homéostasie, un équilibre entre nous et de nous avec le milieu. Parce que la recherche de toute cellule est d'être en équilibre avec le milieu. Quand vous avez une maladie, c'est souvent ce qu'on appelle des radicaux libres, c'est-à-dire qu'au niveau moléculaire, il y a déjà des petits électrons qui ont sauté, et ça laisse des petits noyaux et des petits électrons libres dans le corps, qui sont à la recherche de noyaux ou d'autres électrons. Et c'est ça qui vont faire des déséquilibres électriques qui vont se manifester, ça va donner des ulcères ou des migraines, mais tout le problème, c'est des éléments séparés qui n'arrivent pas à se regrouper. Il y a tout à l'heure, André-Marie Lisbeth parlait aussi de la noosphère. C'est peut-être l'endroit où nous, on parlait tout à l'heure des rêves du cerveau gauche, ça vous fait penser à la noosphère. C'est l'endroit où nous nous retrouvons tous. C'est un concept qu'a lancé Teilhard de Chardin, qui est que le soir, lorsque nous rêvons, notre cerveau droit, donc le cerveau des formes, le cerveau intuitif, le cerveau féminin, se branche sur une sorte de nuage dans lequel se retrouvent tous les esprits humains de la planète, et là-dedans, il prend des informations, et que le lendemain, il les reçoit il les capte sous forme de rêve, et le lendemain, le cerveau gauche essaie d'interpréter ou de mémoriser ce qu'a capté le cerveau droit. Je ne vais pas me tromper. Et donc, les artistes ou les gens inspirés sont en fait des gens, tout simplement, qui ont une capacité de ne pas transformer le message reçu par le cerveau gauche par le cerveau droit. C'est-à-dire qu'ils laissent circuler facilement la communication entre les deux hémisphères. Et donc toutes les idées en fait ne viendraient pas de nous, il n'y aurait pas une seule idée qui pourrait venir d'un individu en particulier, mais toutes les idées ne seraient qu'une capacité que nous avons à nous brancher sur l'esprit global de l'humanité, et cet esprit nous enrichit, et après nous essayons de le retransmettre aux autres. Ça, cette théorie Teilhard de Chardin l'a sortie pour l'humanité, mais je me dis peut-être qu'il serait intéressant de voir, est-ce qu'il n'existe pas de même un système similaire pour tout ce qui est vivant, pour les dauphins, mais aussi peut-être pour toutes les formes animales, et j'allais dire aussi pour les formes végétales, parce qu'on a découvert depuis peu de temps que les végétaux avaient aussi une forme de sensibilité, une forme de perception du monde, une forme de perception d'eux-mêmes. On pourrait imaginer dans quelques années qu'on s'intéresse à quelle est la pensée des végétaux, peut-être même quelle est la pensée des montagnes, quelle est la pensée de la Terre en tant qu'entité vivante, voire la pensée de la galaxie. Mais pour ça, il faut augmenter notre capacité à accepter d'autres formes d'intelligence, d'autres formes de pensée qui ne nous ressemblent pas. Il faut sortir aussi de cette idée que l'intelligence, c'est forcément une intelligence humaine, et qui est intelligent que l'être qui arrive à singer un comportement humain. Voilà. Je crois qu'à l'aube de ce 3e millénaire, nous sommes assez chanceux parce qu'enfin nous sommes sortis des besoins primaires, je dirais, de protection, de nourriture et de vie, quoi. Et maintenant, enfin, nous avons, je dirais, assez de désœuvrement pour penser et pour réfléchir ce qu'on a envie de faire, non seulement de nos vies, mais de notre humanité, et quelle terre on a envie de laisser à nos enfants. Et je ne sais pas si vous le sentez, mais
on est peut-être la première génération à être suffisamment sereine pour se poser ce genre de questions à large échelle. Avant, il n'y avait que quelques privilégiés qui arrivaient à être suffisamment tranquilles pour penser ça. Et maintenant, ce que Malraux disait, troisième millénaire sera spirituel, ne sera pas, je crois que c'est enfin possible, précisément parce que nous sommes arrivés grâce aux machines, grâce aux technologies, grâce à la communication, à faire que nous ne sommes plus enivrés, écrasés par le travail, et que nous pouvons nous permettre de penser, j'allais presque dire philosophiquement, spirituellement. Et c'est une grande, grande chance, et que je crois que chacun, à notre niveau, nous sommes très puissants, et nous pouvons changer beaucoup de choses. Je vous remercie, je vais laisser la place à la suite des conférenciers. Merci. Merci beaucoup Bernard. Un petit point pratique, je pourrais dire, qui est en accord avec toi Bernard, à savoir qu'on a beaucoup de chance, et en même temps avec un petit bémol. Il faut beaucoup se bagarrer aussi pour pouvoir préserver cette chance et pour pouvoir l'étendre à toutes les autres formes, d'abord à toute l'humanité, et à toutes les autres formes qu'il faut protéger parce qu'elles sont menacées. Le point qu'on me demande de faire concerne le travail de Rico Barri. Vous avez, je pense pour la plupart, entendu hier l'exposé de ce Robin des Bois extraordinaire qui se bat pour que soient protégés les cétacés et que soient libérés les dauphins, les baleines, les orques qui sont prisonniers de petits bassins, de petites prisons. Comme il vous l'a dit, et nous le savons bien, il n'a aucun moyen. Une dame, à un moment donné, a levé la main de ce côté-ci de la salle pour dire « mais moi je peux vous aider ». Comme Rick est très pudique et il n'a même pas relevé le nom de la dame. Alors, nous, ce que nous voulons proposer, c'est que vous vous adressiez, non pas directement à Rick, parce qu'il sera trop timide, mais près de Rick, vous verrez, enfin, vous l'avez reconnu, vous le reconnaissez avec sa casquette, n'est-ce pas? Il y a sa femme, Elena, à côté. Vous vous adressez à elle. Maintenant, on va faire une petite pause. Ah. Donc tout à fait, on va faire une petite pause. Et alors, on va se retaper le générique, si ça ne vous ennuie pas, parce que je voulais le montrer à Bernard, qui ne sera plus là avec nous. Ça vous gêne pas? Bernard, c'est ce que je fais que tu t'assieds là, au milieu de la rivière. Je sais pas, j'ai envie de te montrer, c'est mon petit... C'est un générique belge, je peux pas dire. On lance le générique et puis après une demi-heure de pause. Et n'oubliez pas qu'il y a un petit spectacle sur le 5e rêve qui vous attend. Merci, à tout de suite. Excusez-moi, je vous demande de rester en place s'il vous plaît. C'est très gentil. Merci. Juste le temps qu'on cherche la cassette.
arrêtez, j'ai besoin de manger, j'en ai marre.